La notion de harcèlement psychologique est la seule qui a une définition légale. Cette définition légale nous vient de l'article 81.18 de la Loi sur les normes du travail qui établit les 5 critères constitutifs du harcèlement psychologique. Je vous parle aujourd'hui de 5 critères. Je sais que la doctrine parle parfois de 3 critères, dont un subdivisé en 2. Par souci pédagogique, je vais vous les présenter donc en 5 critères qui vont être certainement plus simples à comprendre. Dans un premier temps, en matière de harcèlement, on parle de conduites qui sont hostiles ou non désirées. Quand on parle de conduite, on est dans l'ordre des actes, des propos, gestes, paroles, parfois du non-verbal également, qui sont donc non désirés. Donc, quand on parle de quelque chose de non désiré, c'est qui n'est pas voulu, qui n'est pas souhaité par la personne qui le subit, ou hostile. Donc, c'est alternatif. Hostile, donc là, on va vraiment dans la conduite hostile. C'est la conduite qui infère une intention malveillante, une intention de nuire à la personne, encore une fois, qui subit ces conduites-là. Dit comme ça, la conduite hostile ou non désirée pourrait sembler une notion subjective. Donc, on va référer à un critère qui est un test subjectif-objectif, celui de la personne raisonnable, pour venir faire la part des choses entre ce qui relève des perceptions ou ce qui relève de conduite qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances que la personne plaignante considérerait comme étant des conduites hostiles ou non désirées. Donc, on vient objectiver en quelque sorte le point de vue de la victime pour s'assurer de valider, de vérifier ce premier critère. Une fois qu'on a plusieurs conduites hostiles ou non désirées qui ont été considérées hostiles ou non désirées, on va regarder si elles sont suffisamment graves et répétées pour constituer une conduite vexatoire. Il faut comprendre que dans le harcèlement psychologique, à la différence de l'incivilité dont on a parlé, ça infère un certain niveau de redondance, de répétition. Cette répétition-là, on va l'évaluer à la lumière de la gravité des conduites. Donc, plus les conduites vont être objectivement graves, moins elles vont avoir besoin d'être répétées. Et au contraire, si les conduites sont plus subtiles, paraissent plus anodines au premier abord, alors on va rechercher un niveau de répétition plus important. Ces conduites hostiles ou non désirées, qui sont répétées et suffisamment graves, doivent pouvoir constituer une conduite vexatoire. Encore une fois, dans le harcèlement psychologique, on parle de conduites qui visent à dénigrer ou qui ont un effet humiliant, dénigrant, qui blesse l'amour-propre de la personne. Donc, ça va être le troisième critère qui est prévu donc, par l'article 81.18. Le quatrième critère est celui de l'atteinte. Quand on parle de l'atteinte, c'est l'atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne. Donc, l'atteinte à la dignité, on le comprend, c'est le respect qu'une personne est en droit d'attendre envers elle-même, le respect envers son travail également. On peut dénigrer le travail d'une personne. Et quand on parle d'atteinte à l'intégrité, donc intégrité physique, qui va évidemment être atteinte lorsqu'il y a des gestes, de la brutalité, éventuellement des attouchements ou des conduites de cet ordre-là. L'atteinte à l'intégrité psychologique, maintenant, c'est tout ce qui est de l'ordre de troubles psychologiques qui sont dus à la situation, donc du stress, de l'angoisse, perte d'appétit, perte de sommeil, troubles anxieux, etc. Tout ça peut évidemment constituer une atteinte. Il faut garder à l'esprit que cette atteinte-là n'a pas à être démontrée de façon médicale. Donc, quand bien même un employé vous partagerait la façon, l'impact que les situations ont sur lui, il n'y aura pas à, effectivement, qu'il tombe en arrêt de travail pour considérer qu'on a une atteinte. Et finalement, le cinquième et dernier critère, c'est celui du milieu de travail néfaste. Donc, on parle bien de harcèlement psychologique au travail. Donc, on recherche un impact non seulement sur la victime, mais également sur son milieu de travail. Le milieu de travail de cette personne est-il devenu malsain, nuisible, négatif, au point qu'elle n'est plus à même d'exécuter sa prestation de travail de façon satisfaisante? Ça va être l'objectif de ce cinquième critère. Donc, on comprend qu'on a un fardeau pour constituer du harcèlement psychologique qui est élevé. C'est voulu comme tel par le législateur pour éviter justement qu'on ne vienne assimiler au harcèlement psychologique d'autres problématiques qui sont d'un autre ordre.
Lorsqu'on parle de harcèlement psychologique en matière civile, on se rappellera rapidement que le fardeau de la preuve incombe à la personne plaignante. Donc, c'est la personne qui fait la plainte de harcèlement qui devra en démontrer l'existence, qui devra être capable de démontrer de façon prépondérante la survenance des conduites. Quelques exemples maintenant de conduites hostiles ou non désirées. Des exemples un peu, j'allais dire un peu génériques, mais par exemple, le fait d'isoler une personne, en soi, ça peut se manifester de façon différente. Ça peut être, par exemple, en ne conviant pas une personne à une réunion d'équipe, en l'excluant d'une chaîne de courriel, en ne la conviant pas non plus à des événements, parties de bureau ou événements plus d'ordre social ou informel. Ça peut être le fait d'empêcher une personne de s'exprimer en l'interrompant constamment en rencontre, en excluant systématiquement ses idées, en lui interdisant de parler à d'autres collègues de travail. Ça peut être le fait de déconsidérer une personne en répandant des rumeurs à son sujet, en la ridiculisant, en faisant des plaisanteries, des moqueries à son égard. Le fait de menacer, d'agresser une personne, évidemment, des menaces de violence physique, des menaces également par rapport à sa carrière, le fait de la menacer, de la congédier ou de la rétrograder. Et puis, ça peut être des conduites plus déstabilisantes, comme par exemple le fait de se moquer des goûts d'une personne, de ses convictions, de ses capacités de jugement, etc. Donc, on comprend qu'à l'intérieur de ces conduites hostiles ou non désirées, on peut vraiment avoir tout un panel de conduites avec des conduites plus objectivement plus graves, des conduites qui sont parfois au premier abord plus anodines, mais qui, par leur cumul, deviennent tout à fait insupportables pour les personnes qui les subissent. Tout à l'heure, je vous parlais du critère de répétition, qui est le deuxième critère donc prévu par l'article 80.19. Évidemment, en droit, il y a toujours le principe et les exceptions qui viennent avec. L'exception en matière de harcèlement psychologique, c'est ce qu'on appelle la conduite unique grave ou l'acte unique grave. C'est-à-dire que dans certains cas, lorsqu'on est face à une conduite carrément inexcusable, c'est ce que disent les tribunaux, ou d'un niveau de gravité tellement élevé qu'à elle seule, elle pourrait constituer du harcèlement psychologique. Donc, c'est là qu'on parlera de conduite unique grave. Pendant longtemps, quand on observait la jurisprudence, ces conduites uniques graves étaient essentiellement des conduites de l'ordre de la brutalité physique, d'agression physique, bousculade, menace de mort, ou des agressions sexuelles, conduites à caractère sexuel. On a quand même observé au cours des années, plus récemment, un abaissement du niveau de gravité exigé qui fait qu'aujourd'hui, on a des conduites d'un autre ordre qui n'impliquent pas nécessairement d'atteinte physique qui peuvent constituer pourtant des conduites uniques graves. On parlait de conduites à caractère sexuel qui ont longtemps constitué des conduites uniques graves. Néanmoins, les conduites à caractère sexuel ne sont pas toujours des conduites d'un niveau de gravité carrément inexcusable ou objectivement très élevé. Il faut garder à l'esprit que en matière de harcèlement sexuel, on peut aussi avoir des conduites qui sont l'ordre de propos, de plaisanteries, qui sont parfois inadéquates, maladroites, malvenues, sans nécessairement rencontrer un niveau de gravité exceptionnellement élevé. Il y a même des conduites à caractère sexuel qui peuvent survenir au travail et qui ne constituent pas du harcèlement sexuel. Comment faire la distinction donc entre ce qui constitue des conduites plutôt de l'ordre du flirt, c'est-à-dire de la relation de séduction consentie, versus ce qui va constituer le harcèlement sexuel? D'emblée, je veux vous rappeler qu'en matière de harcèlement sexuel, les critères dont je vous ai parlé tout à l'heure continuent de s'appliquer. Le harcèlement sexuel n'est qu'une forme de harcèlement psychologique. Donc, on aura toujours besoin des conduites hostiles ou non désirées, de la répétition, etc. La seule nuance à apporter, c'est qu'en matière d'atteinte, au niveau de l'atteinte, en matière de harcèlement sexuel, l'atteinte s'infère, c'est-à-dire qu'on prendra pour acquis dès lors qu'il y a des conduites à caractère sexuel démontrées qu'il y a eu une atteinte à l'intégrité physique ou psychologique de la personne.
Également, on parlera un petit peu plus tard de la notion d'abus de pouvoir en matière de harcèlement psychologique, qui est un critère supplémentaire qui peut s'appliquer lorsqu'il y a une relation d'autorité entre les parties prenantes. Or, en matière de harcèlement sexuel, cet abus de pouvoir s'infère également, c'est-à-dire qu'on prend pour acquis que dès lors qu'il y a du harcèlement sexuel, une relation de domination s'instaure entre les parties. Maintenant, une fois qu'on a parlé de cette notion de harcèlement sexuel, on se rappelle donc qu'on est face à des conduites qui sont déjà unilatérales, hein, donc d'une personne en position dominante envers une personne en position dominée, qu'on est face à des conduites non consenties qui ne sont pas de l'ordre de la flatterie ou de quelque chose qui est valorisant pour la personne qui reçoit ces conduites-là, qui est au contraire quelque chose qui dépossède en quelque sorte la personne de son pouvoir et qui vient la dévaloriser, la diminuer, et dans laquelle la personne se sent impuissante. Si on revient maintenant à la notion plutôt de flirt ou de relation consentie, on est vraiment dans quelque chose qui, au contraire, est bilatéral ou réciproque, c'est-à-dire que il y a comme une relation presque de jeu qui peut s'instaurer entre les parties. Et on est dans quelque chose qui est plutôt valorisant, flatteur pour la personne qui reçoit les attentions. Ça peut être d'un collègue de travail ou une autre personne de son environnement de travail. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui blesse la personne. Là, les parties impliquées se sentent plutôt valorisées, flattées, etc. Dit comme ça peut sembler assez évident, mais c'est important d'en faire appel à son intelligence émotionnelle quand on est témoin de certaines relations, d'autant plus quand on agit à titre de gestionnaire. Il peut se passer des choses au quotidien sur lesquelles on n'est pas exactement certain de la nature de la relation. Ça peut être si on assiste, par exemple, à des plaisanteries entre des employés, plaisanteries, on va dire, douteuses ou à connotation sexuelle. On s'aperçoit parfois que les gestionnaires nous disent ça avait l'air d'amuser tout le monde. Il n'y a pas eu de réaction. Souvent, ce qu'on nous dit, la personne n'a pas réagi. Elle n'a pas dit qu'elle était mal à l'aise ou que ça lui était désagréable, qu'elle était inconfortable dans la situation. Or, il faut garder à l'esprit que ce n'est pas parce qu'une conduite est tolérée qu'elle est acceptée. Donc, le fait que la personne victime des conduites de harcèlement sexuel n'ait pas manifesté sa désapprobation ne fait pas qu'elle les a tolérées ou qu'elle y a consenti. Donc, lorsque vous avez un doute sur ce qui se produit réellement, en fait, dans votre milieu de travail, à nouveau, le réflexe à avoir, ça va être d'aller chercher l'information à la source. Si vous assistez à ce type de plaisanterie douteuse, d'aller vérifier auprès de la personne qui a reçu cette plaisanterie-là, de comment elle s'est sentie. Est-ce qu'elle est correcte? Est-ce qu'elle se sent mal à l'aise par rapport à ça? C'est sûr qu'il y a des indicateurs qui vont parfois vous mettre la puce à l'oreille sur le niveau d'acceptation de ces conduites-là, si la personne réagit, son non-verbal, etc. Mais si vous avez un doute, allez vérifier. Donc, je vous ai parlé de harcèlement horizontal, de harcèlement vertical, ascendant et descendant. Il existe également dans les différents types de harcèlement du harcèlement collectif. Le plus couramment, ce qu'on peut rencontrer dans les milieux de travail, c'est du mobbing. Mobbing, ça vient de mob, la meute, qui en fait est une dynamique d'acharnement collectif à l'égard d'un employé qui serait un petit peu le bouc émissaire du groupe. Donc, le mobbing, c'est vraiment le cumul des conduites de chacun des harceleurs qui va faire qu'on est face à une conduite vexatoire. Donc, plutôt qu'analyser les différentes plaintes ou allégations de façon fragmentaire, on prendra en compte vraiment la dimension globale et collective de toutes ces conduites-là pour considérer si on est face ou non à une situation de harcèlement psychologique.